Voilà, je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui s'intitule Jeunes et images de soi dans les réseaux sociaux numériques. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits. Donc là, on attend encore quelques personnes, mais elles auront le temps de nous rejoindre durant l'introduction et durant notre petite présentation. Alors, ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps. On va d'abord un peu vous expliquer le contexte de la conférence et de comment cette conférence est née justement. On vous présentera le réalisme et le CLPS, ce qui me permet de vous présenter Aurélie Gigot et Corinne Cattal, donc, qui travaillent pour le réalisme, et ma collègue Émilie Sénat et moi-même, on travaille toutes les deux pour le CLPS. Puis, on passera à la présentation que vous attendez le plus, je pense, qui aujourd'hui nous est présentée par Yves Collard et donc qui nous présentera vraiment le contenu de ce webinaire. Ça durera environ 1 heure et alors il nous restera 20 à 30 minutes pour un temps de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. Certains d'entre vous nous ont déjà transmis des questions lorsqu'ils se sont inscrits. On en tiendra évidemment compte. Et alors, petite précision, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible normalement sur la page YouTube du réalisme et alors on le diffusera également sur nos réseaux sociaux. Donc, je sais que certains étudiants et certains travailleurs ne savaient pas être présents aujourd'hui, donc voilà, le webinaire sera disponible par après. Alors, peut-être vous expliquer le contexte et le pourquoi de cette conférence. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui est organisée et coordonnée par le CRESAM, qui est le centre de référence en santé mentale pour la Wallonie. Et alors, cette année, le CRESAM a vraiment voulu mettre un focus sur la santé mentale des jeunes et comment se construire dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a créé et qu'on a organisé ce webinaire avec Yves Collard qui nous fera part du fruit de ses recherches tout au long de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Et donc, nous, le réalisme et le CLPS, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de professionnels qui se questionnaient, qui étaient préoccupés par la thématique de l'image de soi, des réseaux sociaux et de l'impact sur la santé mentale, notamment avec tout ce qu'il y a eu pendant le Covid, mais aussi avec tous les événements qu'il se passe pour le moment dans la société. Donc, voilà un petit peu dans quoi s'inscrit ce webinaire. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus et je vais passer à la présentation du CLPS, puis après je laisserai mes collègues du réalisme se présenter également. Donc, nous, au CLPS, nous sommes un organisme de seconde ligne. Donc, on ne travaille pas directement avec les publics, mais on travaille principalement avec les professionnels. Nous sommes subsidiés et agréés par la région wallonne et on essaye d'apporter un appui aux professionnels qui développent des projets en lien avec le bien-être, avec la santé, la qualité de vie, au sens large de leur public. Et on essaye vraiment de collaborer avec des professionnels qui travaillent aussi bien avec des enfants, des adolescents, des adultes, mais aussi des aînés. Et on propose différents types d'accompagnement. Ça peut aller de la mise en réseau de professionnels qui souhaitent co-construire ensemble. On organise aussi des temps d'échange, de pratiques autour de situations problèmes, autour de situations qui posent question, qui peuvent mettre en difficulté les professionnels. On propose aussi une aide méthodologique et une aide à la réflexion autour de projets. Et enfin, on a un centre de documentation qui nous permet de prêter gratuitement des outils aux professionnels, que ce soit des outils en lien avec la santé au sens large, mais aussi des outils qui permettent la réflexion, la co-construction et la dynamique de groupe. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'on a quand même beaucoup de personnes ici présentes qui nous connaissent déjà, mais évidemment, on reste disponible si vous souhaitez en savoir plus par après. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues du réalisme. Bonjour. Le réalisme, je pense aussi qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, mais beaucoup de gens nous connaissent. Donc, c'est un réseau intersectoriel en santé mentale pour enfants et adolescents dans la province de Liège. Et donc, les réseaux, il y en a dans toutes les provinces en Belgique. Les réseaux ont été institués en 2015 et l'idée, c'était vraiment pas de faire découvrir le travail en réseau parce qu'il existe déjà, mais de pouvoir renforcer toutes ces initiatives de travail en réseau par différents dispositifs
Donc, il y a une équipe mobile qui est liée au réalisme et à tous les partenaires du réalisme. Il y a des agents de liaison, donc Corinne Cattal fait partie, et qui ont des pôles spécifiques et qui, eux, proposent des formations, des rencontres plus thématiques avec des pôles spécifiques liés à chaque agent de liaison. Je vous partage vite l'organigramme qu'on a organisé par rapport au réseau réalisme, comme ça, c'est beaucoup plus clair pour vous. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le réseau réalisme, en fait, ce sont vous, ce sont les partenaires et les usagers qui travaillent autour de la santé mentale et du bien-être des enfants et des adolescents de manière générale. Et donc, voilà, on a différents dispositifs qui gravitent autour de nous et depuis peu. Et donc, c'est fort en lien avec la conférence d'aujourd'hui. On a une chargée de projet en participation pour les jeunes et les ados. Et donc, on va essayer aussi de développer des choses en ce sens. Voilà. Je ne sais pas si Corinne, tu veux ajouter quelque chose? Non, tu as été très complète, je te remercie. Voilà, rien d'autre à ajouter, c'est parfait. Voilà, alors pour nous accompagner durant toute cet après-midi, nous avons demandé à Yves Collard, qui est conférencier, professeur invité à l'IEX, mais aussi expert formateur en éducation aux médias chez Média Animation, de nous exposer le fruit de son travail et de ses recherches sur la thématique des jeunes et de l'image de soi dans les réseaux sociaux numériques. Donc, ses principaux domaines d'intervention portent sur la publicité, la sociologie des réseaux sociaux, l'information, la théorie du complot, la propagande radicaliste, les fake news, etc. Et il a également réalisé l'étude usage et régulation des écrans chez les moins de 20 ans. Et donc, voilà, on va profiter de cet après-midi pour discuter de cette vaste thématique. Voilà. J'accompagne tes paroles du geste, hein, et dans le verbe et dans le geste, comme disait la chanson. Bon, merci à tous et à toutes d'être présents et d'avoir bravé une météo qui n'est pas très favorable aux activités d'intérieur. Je vais reprendre la main sur la pile PowerPoint que je souhaitais vous présenter. Je ne sais pas si on peut le faire, me redonner la main là-dessus. Oui, normalement, c'est bon. Oui, moi Oui. voilà, je l'ai en face de moi, mais je ne sais pas si vous l'avez, vous, en fait. Non, là, il n'est pas partagé. Donc, bon, zut, ben voilà, c'est un petit problème au démarrage. Je vais tenter de résoudre ce problème. Je vais partager mon écran. Attendez, voilà, partager l'écran. Est-ce que vous voyez Ah non, voilà, PowerPoint. Je partage. Oui, là, ça commence. Voilà. Oui. Voilà, mais vous voyez plutôt... Alors, je vais faire comme ça, et en principe, ça devrait aller. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant l'image au complet? Oui, c'est parfait. Oui. Okay, parfait. Alors, on peut commencer. Bien, on plante un peu le décor. C'est vrai que j'ai un peu, ça n'a pas été dit, mais une double casquette. Au départ, je suis historien d'art. Et effectivement, comme ça a été dit, psychosociologue des médias. Et donc, l'idée, c'est de montrer dans cette conférence un peu comment, à travers les médias, mais aussi à travers les arts visuels, on a toujours voulu proposer des représentations idéales, principalement de la féminité. On va surtout travailler quand même sur cette catégorie de genre, et comment, en quelque sorte, ces représentations idéales ont permis principalement aux jeunes filles de construire leurs images d'elles-mêmes, et aussi de voir un peu comment ça se passe dans les réseaux sociaux numériques aujourd'hui, avec quels effets, soumis à quelle régulation et quelle discrimination de genre. Alors, voilà, du coup, au menu, c'est en 3 parties. Donc, les modèles d'identification à travers le temps, la construction de l'image de soi, comment elle se fait dans les réseaux sociaux numériques, et puis, s'il y a une production d'image de soi, il y a forcément des contrôles sociaux dans cette image de soi. Alors, là, la première image, elle date d'il y a très longtemps, c'est la Vénus de Willendorf. La Vénus de Willendorf, c'est une image qui date d'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Et vous voyez déjà une première caractéristique qui va suivre
tout le développement de l'histoire, c'est que les représentations féminines s'écartent des normes statistiques de représentation de la femme. Elles sont générées par des hommes, ou en tout cas par une société patriarcale, et elles dépendent étroitement du contexte de société dans lequel elles sont produites. Et donc cette image de la Vénus de Willendorf, elle montre en quelque sorte une femme qui est centrée sur sa capacité de reproduction. Vous voyez sa poitrine, quand même, malgré les difficultés techniques, le pubis est mis en évidence. On se trouve dans une société préhistorique où la survie de l'espèce est primordiale, et donc on va conférer à la femme essentiellement le rôle de reproductrice. La capacité de reproduction, sa fertilité est mise en évidence. Tout simplement parce que pour que l'espèce survive, il faut que les femmes enfantent 10, 15, 20 enfants pour qu'il y en ait 2 ou 3 qui survivent. Et donc, forcément, on va représenter la femme comme étant une femme, alors excusez-moi de l'expression, un peu déformée par une multitude de grossesses successives. Je voudrais basculer dans le domaine. Voilà. L'image suivante, c'est un peu la beauté canonique grecque, du moins de l'Antiquité grecque. On est dans une période où on met en évidence le caractère sportif des individus, et tout naturellement, la représentation de la femme va suivre ce chemin-là. On va la représenter comme étant une femme sportive, relativement svelte. Alors, ne dites pas sans bras, mais bon, c'est quand même voilà. Par exemple, l'abdomen est très bien dessiné, assez musclé, etc. Donc assez typique d'une représentation de la femme, mais ayant un certain nombre d'attributs en principe plutôt masculins, la question des abdominaux. Alors, on bascule au Moyen Âge. Alors, la caractéristique de la représentation de la femme au Moyen Âge, c'est d'abord que normalement, elle est habillée. Bon, le Moyen-Âge est profondément influencé par une religion très coercitive. Donc, c'est un peu ici une exception. C'est une femme nue qui est représentée par Louis Cranach l'Ancien. Ce qui est assez caractéristique, c'est son absence de forme, son absence d'attributs généralement conférés aux femmes. Vous voyez, elle ressemble à un petit garçon pratiquement, une très petite poitrine, très peu de poils pubiens. Notons aussi la peau extrêmement blanche. Si vous voulez, la représentation idéale dans le Moyen-Âge religieux, c'est que les corps doivent ressembler au corps du Christ ressuscité. Et donc une vision spectrale, et en tout cas dénué de toute forme de féminité, parce qu'au Moyen-Âge chrétien, la femme est la pécheresse par excellence. Donc on va lui gommer tous ces attributs distinctifs de féminité. Alors, on glisse à la Renaissance. Alors, c'est intéressant parce que la Renaissance est une grande période de prospérité, ici en tout cas dans la Renaissance flamande. Et donc, on va représenter la femme toujours avec une peau blanche, parce que la femme est réservée quand même aux activités intérieures, en principe. Pas du tout destinée à guerroyer sur les champs de bataille, donc elle va être très blanche parce qu'elle n'a pas la possibilité de bronzer, entre guillemets. Donc période de prospérité, et donc on va imposer à la femme un certain nombre de rondeurs, notamment au niveau des hanches. On commence à manger beaucoup, à faire des enfants qui survivent, et donc la femme va prendre du poids. Il va prendre aussi de la poitrine parce qu'il est important que la femme soit capable de nourrir tous les enfants qu'elle met au monde. Donc ici, on est dans une représentation qui s'éloigne totalement du Moyen-Âge précédent, qui était une période de restriction alimentaire, de famine, etc. Et donc la femme va se voir obligée, en quelque sorte, par le regard masculin. Ce sont toujours des peintres hommes qui représentent la femme, donc d'avoir des rondeurs
qu'on va dire typiquement, entre guillemets, féminine, mais le typiquement, en fait, repose sur des stéréotypes liés au regard masculin et au contexte de société. Voilà. Eh bien, on arrive à l'époque victorienne. L'époque victorienne, fin du 19e siècle, qui se caractérise par une forme de rigueur morale. Et donc, on va commencer à corseter la femme, à l'enfermer dans des corsets. On va dessiner sa taille de façon parfois extrême, voire même imposer à la femme des souffrances physiques pour obtenir une taille de guêpe, mais des hanches relativement larges. Donc, de nouveau, la femme doit se conférer à des impératifs masculins liés à des contextes de société. Alors, à cette même période, la femme aux États-Unis est représentée autrement. Mais aux États-Unis, les conditions de vie sont différentes que dans l'Angleterre un peu prude, c'est-à-dire que la femme, elle doit participer à la conquête de l'Ouest, elle doit pouvoir chevaucher, elle doit pouvoir faire un certain nombre de tâches extérieures, notamment agricoles, qui font que ce nouvel idéal va être beaucoup plus libre aux États-Unis qu'en Angleterre. Et c'est un idéal qui va s'imposer un peu partout, d'abord aux États-Unis, puis finalement aussi en Europe occidentale. Guerre 14-18 et premier mouvement de libération de la femme. Pourquoi? Parce que pendant que les hommes allaient batailler au front, pendant la guerre 14-18, les femmes étaient obligées de faire vivre le pays en l'absence des hommes, et donc se sont livrées à toute une série d'activités auxquelles elles étaient jusque-là interdites. Et on voit arriver la figure de la suffragette, d'une part, mais aussi de la garçonne. Et la garçonne va à la fois avoir un certain nombre de vêtements plus masculins, mais aussi avoir davantage de figures androgynes du point de vue du corps, taille mince, hanches relativement étroites, petite poitrine aussi. Il va d'ailleurs générer à l'époque, dit-on déjà, des habitudes alimentaires favorisant en quelque sorte cette androgynie, c'est-à-dire faire très attention à ce qu'on mange, déjà des premiers régimes diététiques pour correspondre à cette figure féminine qui est toujours générée par un regard masculin. Alors, Seconde Guerre mondiale, grand mouvement, grande période de privation. À la fin de la guerre, le modèle idéal va plutôt être une femme pulpeuse, en bonne santé, puisque sortant de la guerre, on va de nouveau connaître une période d'abondance qui va autoriser l'homme à considérer que la femme a le droit d'avoir des formes, mais aussi des formes assez sexualisées, qui correspondent au modèle du GI, du soldat américain, qui était entre guillemets privé de femmes pendant 4 ou 5 ans, voire même davantage, prisonnier de guerre. Et donc, à la libération, on veut retrouver une femme qui va correspondre à des fantasmes masculins liés à une poitrine opulente, une taille fine et des hanches quand même assez larges. C'est le modèle de la pin-up. Alors, années 60, apparaît une catégorie de population un peu nouvelle, c'est la jeunesse. Jusque-là, la jeunesse n'existe pas. Et par contre, dans les années 60, on va observer son essor. Et donc, la figure dominante de la femme, c'est une femme jeune, adolescente, voire même préadolescente. Donc ici, vous voyez un mannequin vedette qui, à l'époque, et qui correspond à une image idéale de femme qui correspond plutôt à une image de femme limite pubère. Pourquoi? Parce qu'elle signifie, elle matérialise, si vous voulez, l'apparition de cette catégorie qui a des moyens. Et cette catégorie, c'est l'adolescence. Dans les années 80,
on voit apparaître un autre modèle féminin qui est la femme mince, mais athlétique. Vous voyez ici, c'est Stéphanie de Monaco, hein, musclée, quand même des épaules assez larges, taille étroite, la sportive, qui correspond dans les années 80 à des années de performance. Ce sont les années Bernard Tapie, et donc on va demander à la femme de présenter une physionomie performante, c'est-à-dire sportive, relativement masculine malgré tout. Années 90, c'est un autre contexte, hein, ce sont des années de crise, et la femme va correspondre à ces années de crise, hein, c'est les années grunge en musique, on va lui demander d'avoir un air plus ou moins maladif. Hein, c'est ici Kate Moss. C'est de nouveau un retour à une minceur extrême, mais maladive. Hein, les mannequins vedettes ont l'air malades, hein, anorexiques. Tout ça passe de nouveau par des injonctions de normes terriblement gérées par les hommes. Année 2010, alors c'est de nouveau lié à un contexte de société, on s'ouvre au multiculturalisme, et le modèle de femme va correspondre à des normes culturelles moins occidentales. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'essor, par exemple, des corps féminins, comme celui de Kim Kardashian, c'est-à-dire avec un derrière rebondi, quitte à faire appel à la chirurgie esthétique. Hein, un auteur qui s'appelle Kaufman a parlé de la guerre des fesses, d'ailleurs. C'est un critère de beauté que les communautés noires et latino avaient possédé depuis longtemps, mais qui était jusque-là rejeté par la culture occidentale, qu'il admet aujourd'hui comme étant son modèle de femme idéale. Alors, j'essaye de passer à la suivante. Voilà. Et aujourd'hui, dans les années 2020, on voit apparaître une double tendance. D'un côté, dans les réseaux sociaux, les filtres et les photos retouchées, pardon, qui vont véhiculer de nouveaux standards de beauté, mais de l'autre, en même temps, dans les réseaux sociaux, on voit apparaître les mouvements body positive qui vont encourager la diversité corporelle. D'autres tendances vont apparaître, notamment cette fameuse guerre des poils, hein, c'est-à-dire toute une série de femmes qui vont revendiquer le droit de laisser pousser des poils pubiens, des poils aux aisselles, des poils sur les jambes, ce qui correspond à une réappropriation de leur image, parce que jusque-là, le fait d'avoir des poils ou pas était généré par une demande masculine, hein, considérant notamment que l'absence de poils pubiens, notamment, et de poils aux aisselles, était une façon pour les hommes de soumettre les femmes à un diktat infériorisant par rapport à la masculinité qui pouvait laisser pousser sa pilosité de la façon qu'il le souhaite. Donc, la guerre des poils étant une espèce de réaction au regard masculin sur le corps féminin. Toutefois, ce mouvement est fort critiqué parce que d'une part, il est utilisé comme argument marketing. Hein, c'est toutes les campagnes Dove sur la femme naturelle, qui n'est pas si naturelle que ça. C'est toujours malgré tout une idéalisation de la femme naturelle par un regard masculin porté dans des espaces dédiés au marketing. C'est critiqué également parce que des personnes au corps très normé s'en réclament. Hein. Donc, dans les réseaux sociaux, vous voyez parfois apparaître des femmes qui disent c'est épouvantable, j'ai un petit bourrelet ici ou là, mais je suis dans la tendance body positive et donc je m'accepte comme je suis, alors que la personne correspond à des normes, à des injonctions sociales très fortes. Troisième élément de critique, ce mouvement est perçu comme une injonction à s'aimer. Hein. Vous, les femmes, vous êtes obligées de vous aimer tel que vous êtes. C'est une injonction de plus pour le corps féminin parce qu'on a le droit de ne pas accepter son corps aussi tel qu'il est. Et enfin, la critique générale qui poursuit toute cette introduction, c'est que le corps féminin reste malgré tout validé par le regard masculin. Alors, j'essaye de passer à la suite. Voilà.
Ici, j'ai parlé un petit peu des représentations de la féminité à travers le temps, mais il y a aussi un concentré de tout ça qui est proposé par le modèle des princesses Disney. Alors, j'ai participé à toute une série de travaux là-dessus, dont la synthèse est proposée dans un site qui s'appelle popmodel.be, pour trouver l'adresse plus haut. Popmodel.be, c'est un site internet qui examine les stéréotypes féminins et masculins dans la culture médiatique populaire. Et donc, il y a tout un travail qui est lié aux femmes, aux princesses Disney. Et qu'est-ce qu'on peut constater là-dedans? C'est un puissant modèle identificateur pour les petites filles. D'abord, effectivement, une permanence de la physionomie des princesses, en termes de minceur, en termes de beauté aussi. Et chez Disney, la beauté est généralement liée à la bonté. C'est-à-dire que les femmes méchantes vont être, pardonnez-moi l'expression, plutôt moches, et les femmes gentilles vont être plutôt belles. Donc il y a une espèce de conformité, qui est beau sera bon, et ainsi de suite. La seule différence, c'est la princesse Vaiana, qui a un physique un peu différent des autres, mais qui reste du coup une norme acceptable, parce que la princesse Vaiana, contrairement à la plupart des autres princesses plutôt normées occidentalement, elle vient de Hawaï ou de Tahiti, et donc elle a le droit d'arborer un physique un peu différent. Donc, vous voyez, les princesses Disney sont jeunes, elles sont belles, elles sont gentilles. Et les femmes d'un certain âge, elles sont la plupart du temps acariâtres et plutôt moches. Pensez à la mère Gothel dans Réponse, pensez aussi à la méchante sirène dans La Petite Sirène, etc. etc. Alors, la grosse caractéristique de toutes ces princesses, c'est, entre autres, il y en a énormément, de ne pas s'écarter du modèle de la jeune fille qui fait des bêtises. Toutes ces princesses vont faire un certain nombre de bêtises, et heureusement, c'est un homme qui va toujours les sauver de la pire des situations. Une autre caractéristique de ces différentes princesses, c'est que rarement elles vont pouvoir choisir leur prince. Elles vont souvent avoir des mariages, entre guillemets, imposés, et les hommes vont toujours leur permettre de fuir la claustration, fuir la famille, pour se retrouver dans les griffes, si vous voulez, d'un autre homme. On a chaque fois l'impression dans ces princesses, par exemple Ariel, la princesse Ariel, est la première à choisir son amoureux, mais c'est le premier qui vient. La princesse Belle fait le choix de son partenaire amoureux, mais ce partenaire amoureux, c'est en même temps son geôlier. La princesse Mérida essaye de fuir le diktat familial, mais ça va être le bordel dans le royaume jusqu'à la fin. Pocahontas va aussi pouvoir choisir son partenaire, mais si elle peut le faire, c'est parce qu'elle n'est pas blanche. Et donc, en plus des discriminations de genre, il va y avoir quand même un présupposé raciste que, vous savez, les femmes de couleur ont des mœurs un peu différentes et donc sont acceptables. Mulan va pouvoir obtenir un certain nombre de caractéristiques masculines, mais pour ça, elle va devoir se déguiser en homme, etc. etc. On prend le cas de Réponse, elle va tomber sur effectivement un bad boy. Réponse va être la première princesse qui peut se battre, mais elle peut se battre avec deux accessoires typiquement féminins, c'est sa chevelure et sa poêle à frire. Donc, il y a fort peu d'évolution dans les modèles féminins chez Disney, mais il y a une évidence, c'est que tous les réalisateurs de films Disney, de nouveau, sont des hommes.
Alors, oui, autre caractéristique, c'est systématiquement, c'est le différentialisme. Dans les films Disney, les femmes sont toujours très différentes des hommes et il y a une répartition des tâches qui est très forte. Alors que dans la société d'aujourd'hui, certes, il y a une grosse répartition de tâches, mais il y a des tâches qui sont négociables, comme par exemple l'entretien de la maison. Mais chez Disney, l'entretien de la maison, c'est toujours la femme qui le fait. Assez curieusement, chez Disney, même les films consacrés aux princesses, dont les princesses sont les personnages principaux, le temps de parole réservé aux princesses est généralement beaucoup plus faible que le temps de parole réservé aux autres protagonistes. Donc, c'est quand même une caractéristique qui est assez semblable à ce qu'on voit dans les sphères publiques, y compris dans les réseaux sociaux, en termes de possibilité d'accès à la parole entre femmes et entre hommes. Voilà, un certain rapport aux hommes, ça, on l'a dit. Oui, ce que je n'ai pas évoqué, hein, c'est que dans cette idée on fait, les princesses Disney font le ménage, c'est toujours intéressant de voir à quel moment du film elles font le ménage. Bon, si je prends l'exemple de Blanche-Neige, ben, elle se retrouve dans une maison qui n'est pas la sienne et elle fait le ménage et elle chante. Et elle explique pendant la chanson comment les petites filles doivent faire le ménage. Ah, il ne faut surtout pas mettre de la poussière en dessous du tapis, etc. Il y a une autre séquence assez intéressante, c'est, je pense, La Belle au bois dormant, qui est aussi enfermée dans une maison, qui en profite pour faire le ménage, mais elle demande à 3 fées de l'aider, et les fées vont utiliser une baguette magique pour ce faire. Et ça correspond au moment précis où, dans la société américaine, on développe tous les appareils ménagers, lave-linge, aspirateur, etc. Et donc, c'est une façon de faire une forme de propagande pour ces nouveaux appareils domestiques, tout en précisant bien, attention, ces appareils sont destinés à vous aider, mesdames, c'est vous qui devez continuer à faire le ménage. Alors, Réponse aussi chante en faisant le ménage, et elle explique à la fin de sa chanson que la vie est quand même ailleurs et que la voit-on faire. Elle lit et elle dessine, et donc on est de nouveau dans des activités qui sont de manière assez stéréotypée, réservées plutôt aux femmes qu'aux garçons. Voilà, j'en ai terminé avec les princesses Disney. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, dans les écrans, se construire, c'est assez compliqué, hein, parce que l'identité sur les écrans, elle est organisée différemment que dans la vie publique. Tout d'abord, on choisit ou pas d'afficher son identité sur les écrans, donc il y a derrière ça une démarche volontaire. Ensuite, dans les écrans, on doit répondre à des questions quand on s'inscrit dans un site quel qu'il soit. Et ces questions sont quand même orientées et les réponses qu'on peut donner sont elles-mêmes à choix multiples. On est fort peu libre dans ces réponses. Ici, j'ai pris l'exemple d'un site de rencontre. Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans une relation? Est-ce qu'on est romantique? Pour moi, le mariage, c'est je veux des enfants, oui ou non. Vous voyez quand même qu'il y a déjà une pression qui est faite sur les femmes, même si c'est une question qui est posée indifféremment. L'idée de relation est quand même centrée sur la capacité de reproduction des femmes malgré tout. Alors, beaucoup plus typique, c'est que dans les réseaux sociaux, on se met à raconter sa vie. C'est ce qu'on appelle la mise en scène de soi. On peut dire le storytelling par toute une série de choses, des textes, des images, des musiques. Et là, on est en gros libre jusqu'à un certain point, on va le voir, de faire ce qu'on veut. Il y a un autre élément de cette identité écranique, c'est l'identité sociale. C'est-à-dire qu'en choisissant mes amis, je vais exposer qui ils sont de manière publique et je vais devoir le faire différemment selon qu'on soit sur LinkedIn, selon qu'on soit sur Facebook, selon qu'on soit sur Instagram, etc. Et donc, on va être
obligé, pour déterminer quelle est son identité, d'afficher son réseau social. C'est ce que Bourdieu appelait le capital de sociabilité. Moi, je préfère ici, puisqu'on est dans les réseaux sociaux, parler de capital de visibilité. Et puis enfin, dernier élément, il y a ce qu'on appelle l'identité algorithmique. Je suis ce que les publicités renvoient de moi-même à travers des choix que j'ai pu poser par le passé. Donc, c'est quand même 4 éléments d'identité qui est difficile à manœuvrer pour les débutants dans les réseaux sociaux, et d'autant plus si on est débutant et jeune en même temps. Voilà. Alors, cette identité, elle possède aussi 3 caractéristiques. Elle est multiple, ça on a dit, elle est mobile. On peut changer d'identité très rapidement, et elle est aussi très malléable. On peut la travailler comme on veut, et ça va avoir un impact sur l'identité des adolescents. Voilà. Alors, ces fameux adolescents et adolescentes, il y a 5 grands enjeux assez spécifiques chez eux. Premier enjeu, l'adolescent, au début de l'adolescence particulièrement, il va être particulièrement égocentré et va tenter de faire valider ses changements, notamment physiques, par les pairs. C'est ce qu'on appelle l'extimité. On va communiquer son intimité, on va communiquer ses changements personnels, physiques, beaucoup chez les adolescents, beaucoup moins physiques d'ailleurs chez les adultes, et on va en quelque sorte demander aux autres un retour sur investissement. On va demander aux autres d'évaluer, chez les adolescents notamment, la question physique. Ça explique le besoin de popularité, parfois qui fait très peur chez les adolescents. Ça explique aussi le nombre de selfies, qui est une activité plutôt typique de l'adolescence, davantage que l'âge adulte. Alors, les adolescents et adolescentes, deuxième grand enjeu, ont besoin de contact, ont besoin d'attirer et de maintenir l'attention. Ils se sentent un peu seuls dans la vie, en tout cas, ils veulent quitter leurs parents, et donc ils ont besoin de trouver d'autres familles, et donc ils vont essayer d'attirer et de maintenir l'attention au possible auprès de cette nouvelle famille, et ça va se voir à travers la quantité de likes et le type de commentaires reçus. Les adolescents et adolescentes vont être très attentifs à ce qu'on leur dit, parce que ça va leur permettre de construire leur identité et leur image d'eux-mêmes. Troisième grand enjeu, se mesurer à l'autre et à soi. Beaucoup de défis, on se défie les uns les autres, parfois on se dispute, on essaye de voir jusqu'à quel point on peut aller avec les autres, jusqu'à quel point on peut aller en matière de présentation de soi, notamment. Et donc, ça va générer beaucoup d'effets de comparaison. Je me compare aux autres, et je peux, du coup, me comparant aux autres, avoir une espèce de comparaison à effet négatif, ou à l'inverse, il ne faut pas oublier, des comparaisons positives. Mais on essaye de se situer dans une échelle de valeur par rapport aux autres. Les adolescents s'adressent principalement aux proches, et donc ils vont créer différents lieux de sociabilité sur les internets, et vont créer, et ça c'est Claire Balèze qui l'a montré, beaucoup de stratégies de connivence intime pour se retrouver entre eux en dehors du monde adulte. Cinquième grand enjeu, c'est la volonté de s'approprier son image, qui explique certaines crises d'originalité, une recherche intensive de codes, notamment genrés. En gros, les garçons essayent de voir comment sont les grands garçons, les filles essayent de voir c'est quoi être une grande fille. Et très tôt, dans l'adolescence, déjà vers 7-8 ans, c'est cette question-là qui se pose quand les petites filles vont sur TikTok. Elles essayent de voir c'est quoi être une grande fille du point de vue du physique et du point de vue des comportements. Ce qui nous permet, je pensais que je l'avais expliqué ici, mais bon, de poser la question de la dysmorphophobie.
hein, c'est-à-dire cette période de l'adolescence où on se trouve moche. On est tous passés par là. Et certains chercheurs disent, attention, l'effet de comparaison négatif peut accentuer cette impression de se trouver moche. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ceci dit, j'ai vu une recherche qui disait qu'en gros, dans 30% des cas, la comparaison est positive, dans 30% des cas, la comparaison est négative, et dans 30% des cas, ça ne fait rien du tout. Mais les chercheurs ajoutent en plus, attention, chez les jeunes filles, c'est davantage cristallisé. Les jeunes filles peuvent se trouver spécialement plus jolies que les autres, spécialement plus moches que les autres. Par contre, sur la masse de jeunes filles à qui ça ne fait rien, on ne peut pas se trouver spécialement plus, ça ne me fait rien. Alors, voilà. Il faut bien préciser que cette évolution de portrait, elle est portée par une technologie qui va faciliter les choses. Début du XXe siècle, la photo est rare. Et donc, les photographes sont très coûteux, sont dans des studios, et donc on voit à cette époque-là la diffusion de portraits post-mortem, hein, donc la personne au centre, que vous voyez en haut à gauche, elle est décédée, manque de bol, il n'y a pas de photo, et donc vite on va la rhabiller, on va faire semblant qu'elle est encore vivante, et on pose à côté d'elle. Cette personne est décédée, mais on a son portrait. Donc le portrait est extrêmement rare, c'est très glauque, c'est le portrait post-mortem. Un peu plus tard, les photographes commencent à sortir des studios, mais la photo reste rare, on passe dans les villages, et quand on prend une photo, on s'habille tous comme un dimanche, et on pose pour le photographe. Évolution, le premier appareil photo compact. On peut prendre des photos soi-même sans photographe, mais ça reste coûteux. La personne photographiée dépend toujours du regard du photographe, et puis il y a toujours un contrôle qui est fait par la personne qui développe la photo. Et donc, on n'a pas la maîtrise de son propre portrait. Apparaît l'appareil Polaroid. Pour les adolescents, c'est les premiers moments où ils commencent à faire des selfies. Pourquoi ? Parce que ça ne coûte rien en termes de développement de photos, et puis on n'a pas l'espèce de contrôle social qui est proposé par le développeur de photos. Et donc les adolescents, à cette époque-là, bon, je suis bien placé pour en parler parce que j'en étais, vont commencer à faire des selfies en bricolant des trucs un peu bizarres avec une tige, avec un tuteur en bambou pour caler l'appareil à bonne distance, etc. et commencer à se poser la question de comment je suis à travers cet exercice. Et puis aujourd'hui, le selfie, dans l'histoire, c'est le moment où les adolescents peuvent prendre toutes les photos qu'ils veulent, y compris celles qui correspondent à leur interrogation en termes de développement physique, sans avoir, d'ailleurs c'est gratuit, sans avoir un contrôle de qui que ce soit, en ayant la possibilité de publier ou pas les photos, de choisir l'angle idéal, de rajouter des filtres, etc. Donc, ils ont la maîtrise totale de leur image, et c'est la première fois qu'ils disposent de cette possibilité-là dans l'histoire. Du coup, on se pose la question, cette fameuse image, qui la contrôle ? Il me reste à peu près un quart d'heure pour évoquer cette question-là. Dans cette fameuse recherche Génération 2020 à laquelle j'ai participé, on a constaté que pour ce qui est des adolescents, des plus de 12 ans, des moins de 12 ans, il y a très peu de contrôle. C'est uniquement sur le moment où les enfants peuvent utiliser l'écran et combien de temps. Mais les parents ne contrôlent plus rien d'autre. Chez les adolescents, les parents ne contrôlent plus rien du tout. Alors, du coup, se pose la question, qui contrôle l'image de qui, et est-ce qu'il n'y a pas des normes de genre qui apparaissent derrière ? Le premier, l'auteur principal à avoir travaillé là-dessus, c'est Claire Balèze. Elle part d'une réflexion selon laquelle le genre est toujours un faire. C'est-à-dire qu'on ne détermine pas le genre auquel on appartient par une espèce de décision qui vient d'en haut. Le genre se construit à travers les gestes que l'on pose, et à travers les gestes que l'on pose, notamment à travers les réseaux sociaux. Et donc, elle s'est posé la question, que faut-il faire pour faire fi,
aussi pour faire garçon, et elle a observé toute une série de blogueuses et de commentaires de filles dans YouTube, notamment pour essayer de comprendre, mais dans le fond, comment se détermine le genre féminin dans les réseaux sociaux. Et on peut l'observer facilement, notamment dans ce qu'on appelle les hauls, ou les unboxings. Ce sont des vidéos qui ont pas mal de succès, qui montrent, alors dans ce cas-ci, une jeune femme qui sort les vêtements qu'elle a achetés chez H&M un peu auparavant et qui explique en fait les motivations de son achat. Ce n'est pas juste des conseils d'achat, c'est aussi une façon de se présenter comme fille aux autres filles à travers toute une série de gestes, à travers toute une série de commentaires, à travers toute une série d'interactions avec un public féminin que Claire Balaise a beaucoup étudié. Alors, ses conclusions, c'est que dans YouTube, les jeunes filles s'adressent à un public de filles, principalement, du même âge, généralement depuis l'intimité de leur chambre, ce qui est une façon d'acquérir une certaine forme de connivence, et sur un mode de confession intime. C'est-à-dire, on va dire, et vous les filles, n'hésitez pas à commenter. On va aussi s'excuser si on arrive un petit peu en retard au rendez-vous fixé. J'étais pas là la semaine passée, mais j'ai eu ceci qui m'est arrivé dans mon existence, etc. Et donc, ces jeunes filles vont s'exprimer et en même temps appeler à une reconnaissance de ce qu'elles sont en tant que filles. Ça correspond à cette nécessité pour les adolescents de s'identifier à une généralité d'autres adolescents, mais en même temps de désigner un certain nombre de figures dominantes auxquelles on va confier un rôle d'insistance, de légitimation de soi. On va prendre une youtubeuse comme modèle de comportement, de vêtements, d'attitude, etc. Ce que Claire Balaise a montré aussi, c'est que la féminité est dépeinte comme involontaire. Constamment, les filles, dit-elle, vont insister sur la dimension incontrôlée des gestes, des habitudes. Ah, désolé, je suis obligé de, il faut que, je ne peux pas m'empêcher de, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi, comme si la féminité, l'image des femmes était quelque chose qu'il fallait contrôler. Et si on n'arrive pas à la contrôler, on doit s'en excuser. Et dit Claire Balaise, la description de l'image féminine est dans une logique contraire à la désinvolture qui caractérise la mise en scène de la masculinité. Les hommes ne s'embarrassent pas de dire je suis désolé, il faut que je suis obligé de, je ne peux pas m'empêcher de me gratter à l'oreille, etc. Les garçons ne le font pas. Les adolescentes youtubeuses aussi se caractérisent comme étant exigeantes, notamment sur le thème de la chambre, il doit toujours être rangée, doit être propre. Dans leur goût masculin, elles insistent aussi beaucoup sur la nécessité de la propreté. C'est un domaine qui est réservé aux femmes, en tout cas dans YouTube. Alors, voilà. Donc, il y a là-dedans une division genrée en deux mondes complémentaires mais très antagonistes les uns et les autres. Chose aussi évidente, c'est que quand il y a des commentaires, généralement, il y a plus de commentaires négatifs chez les filles que chez les garçons et beaucoup plus de commentaires qui passent sur l'apparence physique chez les filles que chez les garçons. Ça, on s'en doutait un petit peu. Alors, pour les quelques minutes qui me restent, oui, je pense 10 minutes, un quart d'heure maximum, parce qu'on a débuté un petit peu en retard. Donc, à travers notre étude Génération 2020, qui est en PDF en ligne, donc n'hésitez pas, je donnerai mon adresse mail par la suite si vous souhaitez recevoir gratuitement en PDF cette étude, envoyez-moi un petit mail. Ce qu'on a constaté aussi dans cette étude, c'est que les filles comme les garçons cherchent vraiment à créer de l'identité de genre, se posent la question, c'est quoi être fille, c'est quoi être garçon. On n'a pas vu de question relative à c'est quoi être transgenre. Donc, quels sont les codes? On va les chercher. Il y a beaucoup de contrôles entre eux et elles, mais ce sont l'image de soi est évaluée sur un plan moral,
non pas selon dans des codes adultes, mais formulées selon un apprentissage par les pairs. Et on a interrogé beaucoup de jeunes filles et de garçons, et ils disent, ben oui, de ce qu'on peut faire ou pas, on en discute, hein, on procède par essai-erreur, hein, entre nous, mais la délimitation entre ce qu'on peut faire ou pas, ça reste flou, hein. Il n'y a pas des lois universelles, c'est le groupe qui détermine ce qu'on peut faire ou pas, et donc ça peut changer de groupe à groupe. Et donc, il y a des risques potentiels puisqu'il n'y a pas de critères formels là-dessus. Et le contrôle de la sexualité et de l'affectivité, principalement, c'est l'affaire des filles, hein, on va le voir par la suite. Voilà. Pourquoi ? Parce que contrôler la vie affective des adolescents, ça veut dire contrôler la vie affective des filles. Les garçons, on leur fout royalement la paix. Les filles, quand elles publient quelque chose, en fait, ce qu'elles font, c'est exposer leur niveau de moralité. Et c'est très périlleux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression sur le degré de désirabilité des filles. Les filles doivent être désirables, et on le voit d'ailleurs à leur propension, plus que les garçons, à choisir les poses, les filtres, etc. Et cette pression est encouragée par des commentaires positifs. Hein. Commentaires positifs, c'est « t'es au biche, t'es canon », etc. Là où c'est compliqué, principalement pour les plus jeunes filles, 12, 13, 14 ans, c'est qu'elles doivent être à la fois désirables, mais en même temps être respectables. Donc en faire suffisamment, mais pas trop. En gros, l'image des filles doit être réservée à travers cette fameuse phrase qui, moi, me fait bondir à chaque fois, c'est « tu dois te respecter ». Et pas « on doit te respecter », c'est « tu dois te respecter ». Donc la pression repose là-dessus sur les filles. Et inévitablement, c'est très compliqué puisque ça fait l'objet d'essais et d'erreurs. Je vous donne une illustration de ça. Donc, en entretien qualitatif, j'ai posé la question aussi bien à des filles qu'à des garçons, mais dans le fond, dans l'image de soi, jusqu'où peut-on aller dans les réseaux sociaux, hein. Donc, question a été posée à 40 filles et garçons. Systématiquement, on me répondait par un exemple, et systématiquement, c'était un exemple qui était un exemple à propos des filles. Hein, ah ben, par exemple, une fille ne peut pas se montrer en décolleté trop plongeant. Ah ben, par exemple, une fille ne peut pas se montrer en bikini. Ah ben, par exemple, une fille ne peut pas. On ne m'a jamais dit, ah ben, par exemple, un garçon ne peut pas se montrer en caleçon. Hein, ça, c'est assez significatif. Du coup, j'en glisse pour terminer à cette fameuse question des embrouilles liées aux photos sexy, liées au sexting, hein, liées à tout ce qui sort de la norme acceptée par les jeunes eux-mêmes. Donc, on a fait tout un travail statistique. Au cours des 2 derniers mois, combien de fois as-tu pris une photo coquine de toi ? 85% jamais, mais 15% l'ont fait. C'est trop peu par rapport à la réalité, hein. On estime en gros que les adultes en envoient en font, 50% en font, et je ne sais pas, on a une cinquantaine ici en réunion, donc on est 25 à l'avoir fait ces 2 derniers mois. Bon, voilà, donc il y a une norme statistique qui est tout à fait acceptable. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des écarts entre filles et garçons de nouveau là-dedans, hein. Les garçons sont plus susceptibles de poser complètement nus que les filles. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'autorisation normative à le faire chez les garçons. De la même façon, 57% des garçons assument être identifiables sur ces photos. Pour seulement 21% des filles, ça veut dire que les filles considèrent qu'elles sont quelque part dans une transgression, dans une infraction. Par contre, les garçons, à poil, ça ne pose pas de problème. 18% des jeunes ont dit avoir déjà subi une pression d'un autre pour obtenir une photo coquine, mais seulement 7% des garçons, contre 4 fois plus chez les filles. Donc, une fille sur 3 qui a envoyé une photo coquine ces 2 derniers mois dit bah, « on m'a un peu obligé à le faire, hein, on m'a poussé à le faire ». Alors, ça peut être des trucs du genre
prouve-moi que tu m'aimes, envoie une photo de tes seins ou une photo sexy, etc. Hein, voilà. Un adolescent sur 3 a déjà reçu une photo coquine d'une autre. Dès lors, par rapport au contrôle de leur image, les jeunes filles déclarent mettre en place toute une série de techniques de contrôle qu'on ne trouve pas forcément chez les garçons. 1. Produire peu de contenu public et davantage observer celui des autres, c'est un vrai problème. À partir du moment où quelque part les filles sont restreintes dans leur capacité d'expression, y compris de soi, et qu'elles reçoivent davantage de commentaires négatifs que les garçons, elles vont publier moins. Et ça, c'est un problème en termes de liberté d'expression. Deuxième élément, ne jamais répondre à une sollicitation à caractère sexuel, ou du moins, pas tout de suite. Donc, il y a une gestion du temps qui est problématique aussi pour les filles. En matière de photos intimes, toujours en fournir moins que ce qui est demandé, mais potentiellement en fournir quand même. Pas de bikini ou décolleté en dehors du cadre d'échanges interpersonnels privés. On va voir le problème que ça pose. Et pas de nude, même si dans les interviews que j'ai pu réaliser, quand je parle de photos coquines, on me parle de nude, ce qui montre en tout cas que c'est un usage qui est quand même normalisé dans les représentations des adolescents. Alors, ces règles de prudence éclatent dans le cadre du couple ou de l'amitié intense. L'échange de photos intimes entre garçons et filles, ou entre filles et garçons plutôt, ça correspond à une espèce de pacte d'amour réciproque, un rituel d'affection et de confiance. La moitié des photos coquines sont échangées le jour de la Saint-Valentin, ce qui est un signe de ça. Donc, les jeunes qu'on a interrogés admettent tout à fait ce principe d'échange en disant attention, c'est uniquement dans le cadre privé. Hein. Et du coup, c'est principalement à ce moment-là qu'il y a une demande insistante du ou de la partenaire pour que ça se fait avec ou pas discussion avant ça préalable. Et les jeunes estiment que c'est tout à fait moralement acceptable à condition que ça se fasse dans un cadre d'échange mutuel en disant, après tout, il y a plein d'adultes qui le font. Mais il y a toujours la crainte d'une trahison. Ce qui est acceptable dans le cadre d'un échange privé peut parfois déboucher sur une trahison. Et donc la punition, ça va être la revanche. On va diffuser la photo autre part que dans un cercle privé. Et souvent, il y a une double agression. C'est-à-dire que, alors principalement pour les filles, on va estimer qu'elle est sortie du code moral implicite puisqu'elle a fait une photo qui va au-delà du décolleté plongeant, qui va au-delà du bikini, etc. Et donc, elle enfreint le code moral implicite, mais elle va être punie une seconde fois par la diffusion du document qui est la preuve qu'elle a enfreint le code moral implicite. Et attention, aussi bien les filles que les garçons peuvent être dans cet effet de double victimisation. C'est ce qu'on appelle le slut shaming entre parenthèses. Mais attention, sortons de l'idée que ces photos vont se retrouver partout sur le net et pour toujours. Ça ne déborde pas systématiquement au-delà du cercle de personnes connues de la victime, même si c'est déjà énorme. Donc les adolescents savent tout ça, et les adolescentes aussi, mais le problème, c'est que ces règles qui sont fixées pour un cadre privé peuvent sortir dans un cadre public. Bon, un autre élément mis en évidence par les jeunes filles, c'est le nombre de photos de sexe masculin en érection, ce qu'on appelle les dick pics, qu'elles reçoivent de manière non désirée. Ça fait partie excusez-moi, de l'image de soi des garçons. Les filles qu'on a interrogées me disent j'en ai jamais reçu, évidemment, mais mes copines en ont reçu, et même beaucoup. Les adolescents vont trouver que c'est une blague très lourde, voire choquante, mais ne vont pas définir ça comme une véritable agression, ce qui en est une pourtant. Elles vont dire ouais, mais on s'y fait, ouais, la première fois ça nous embête, mais bon, c'est dégueulasse, c'est lourd, c'est choquant. Tous les adolescents trouvent cette pratique choquante, disent que ça ne se fait pas. Certaines filles disent on se les partage entre nous
pour en rire. Elles disent que l'auteur est un connard, mais ça reste malgré tout légalement une agression. La règle commune, c'est bloquer définitivement l'auteur, aussi sympathique qu'il soit. Mais de nouveau, ça montre une forme de domination masculine sur l'image des filles, parce que la jeune fille reçoit une photo de ce genre, tout à fait spécifique, se pose la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais trouver le directeur d'école? Est-ce que je dépose plainte à la police? Est-ce que j'envoie à mes copines pour se foutre de la gueule? Enfin, pas tout à fait de la gueule, mais du garçon qui me l'a envoyé. Est-ce que je lui renvoie en l'insultant? Est-ce que je ne fais rien du tout? Qui est une autre façon de communiquer les choses, mais qui reste problématique. Est-ce que je dois bloquer tout de suite? Et si je ne bloque pas, est-ce que je ne vais pas être considéré comme une salope, etc. Donc ça veut dire que, de nouveau, la responsabilité de la sexualité et de l'image de soi masculine repose sur les épaules des jeunes filles. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc j'ai évoqué un certain nombre de choses. J'ai évidemment pas fait le tour de la question, mais justement, le tour de la question, c'est un petit peu à vous de le faire à travers les questions que vous souhaiteriez qu'on échange ici. Voilà, je rends la parole à je ne sais pas qui, en attendant vos questions. C'est à moi. En tout cas, moi, j'ai la mission d'animer ce temps de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les relever au fur et à mesure. Merci déjà, Yves, pour cette riche présentation. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive dans le chat. C'est plutôt un merci, super intéressant. Voilà. Alors, peut-être pour en revenir à une question qu'on avait relevée dans le Google Form en préparation de cette conférence, peut-être qu'on n'a pas eu le temps encore de l'aborder. Une participante se questionnait sur des leviers de prévention, des points d'attention par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Est-ce que tu aurais des pistes par rapport à cette prévention? Alors, oui, tout dépend de la prévention à quoi, hein. En tout cas, pour la question de la gestion de l'identité, pour moi, et c'est un peu dans la foulée de ce qui vient d'être dit, il y a un accent vraiment spécifique qui doit être mis sur la question de la gestion de la vie affective et les discriminations de genre qui apparaissent. Là, il y a un gap énorme, je trouve, en termes de prévention. Ce qui a été dit en matière d'éducation aux médias, en gros, les adolescents le savent. Oui, faire attention aux nudes, mais on peut si c'est dans un cadre privé, etc. Ils le savent tellement bien que c'est eux qui me l'ont dit. Malgré tout, il y a cette question à l'intérieur de ça de discrimination de genre qui est vraiment liée à l'EVRAS, en fait. On peut vraiment se poser la question, mais comment se fait-il que les discriminations de genre soient tellement cristallisées sur les réseaux sociaux? Comment se fait-il que les filles reçoivent plus de commentaires négatifs que les garçons? Comment se fait-il que les filles reçoivent plus de commentaires que les physiques que les garçons? Comment se fait-il en gros que cet espace public, tout à fait nouveau, ça ressemble finalement à tous les espaces publics qu'on peut connaître? La rue, les terrains vagues, les cours de récréation, ça reste un domaine masculin. Et les réseaux sociaux aussi. Donc en termes de prévention, il faut coupler, à mon avis, les VRAS et l'éducation aux médias sur cette thématique-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on est purement dans la prévention par rapport aux risques liés à l'image de soi, il faut revenir à des balises un peu plus traditionnelles. Si j'ai 2 minutes en citant 6 axes, rappeler aux adolescents que la communication physique, ce n'est pas la même chose que la communication par écran. Premier point, ce qu'on met en ligne, potentiellement, ça peut rester beaucoup plus de temps qu'on le pense.
pas aller jusque ça peut rester en ligne toute la vie, mais ça peut rester plus longtemps qu'on le pense. Deuxième élément, tout ce que je mets en ligne sur Internet, a priori, tout le monde peut le trouver d'une manière ou d'une autre. Troisième élément, tout ce que je mets en ligne peut être reproduit facilement. Et si c'est reproduit, ça change de sens. Je prends un exemple bateau, une photo de jeune fille en bikini dans un compte Facebook, etc. C'est pas un souci, quoi. Photo de vacances, c'est normal. Bon. Mais si quelqu'un s'en empare et diffuse la photo dans un site qui s'appelle Lolita69, avec un bandeau à droite sur des sextoys en vente par correspondance, la photo va changer de sens. Quatrième élément, un document peut toujours avoir une audience invisible et muette. L'exemple de la visioconférence ici, c'est qu'elle est potentiellement diffusée après. Je ne sais déjà pas combien les 50 personnes qui me voient. Je ne sais pas du tout après qui va voir cette conférence. Ça, c'est assez typique. Je n'ai pas de maîtrise là-dessus. Et les gens qui vont voir cette conférence, ils ne vont pas forcément me dire « je t'ai vu », ils ne vont pas forcément me dire, et ils ne vont pas forcément me dire ce qu'ils en pensent. Donc, il y a toute une audience invisible. Cinquième élément, il n'y a que les éléments un petit peu qui sortent de l'ordinaire qui vont subir ce principe d'audience invisible. Donc, par exemple, si je me mets, excusez-moi, mais à vomir en ligne, là, je suis sûr que ça va se retrouver dans un bêtisier des conférences en ligne quelconque, et je vais avoir une audience décuplée par rapport à ce qui se passe ici. Je vais faire le buzz, plutôt le bad buzz. Et puis, sixième élément, on est dans une conférence, je suis dans mon bureau, vous êtes dans votre bureau. Ça peut changer complètement les choses si vous êtes en train de participer à une fête locale. Et du coup, ce que je suis dit va paraître absolument chiant, parce que ici, on est dans un contexte de transmission de savoir, de connaissances ici. Donc, c'est normal que ce soit un peu théorique, un peu abstrait à certains moments. Mais si on est dans une kermesse au boudin, au moment où je suis diffusé, évidemment, ça va tomber complètement à plat. Voilà, donc ça, c'est quand même 6 éléments par rapport à la personne qui a posé les questions en termes de prévention, d'éducation aux médias. Qu'est-ce qu'on peut faire? Travailler sur ces 6 axes, travailler sur la question de l'EVRAS, tout en rappelant que ces questions des 6 axes, les adolescents le savent déjà, ils connaissent la situation parce qu'ils ont déjà découvert ça par essai-erreur. Mais le rôle des adultes est de un peu rappeler ces choses-là, les systématiser, mettre des mots là-dessus, mais les adolescents savent déjà tout ça, parce qu'ils ont fait ça par essai-erreur, mais on doit le leur rappeler. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, si. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Oui. Alors ici, je ne sais pas si vous y avez accès, mais je vais la lire. Donc, vous dites en effet que l'identité des adolescents se fait par les pairs et sur les réseaux sociaux, mais comment travailler avec les jeunes pour qu'ils comprennent les risques sur leur image personnelle? Comment aborder concrètement avec des adolescents la conférence que vous venez de donner? Merci pour cet échange. Alors oui, on peut... Alors, pour moi, en tout cas, il y a une erreur à ne surtout pas commettre, parce que j'ai déjà vu cette erreur commise. C'est avec les jeunes qu'on a, faire des photos d'écran de ce qu'ils ont publié et les présenter comme des études de cas. Donc, j'ai déjà vu ça. Le formateur a un effet immédiat. C'est « oh là là, comment on a pu faire ça ?» Effectivement. Bon, pourquoi? Parce que tout ça fonctionne sur un jugement moral. Donc, ce que les adolescents vont trouver normal, moi, en tant qu'adulte, peut-être pas, et inversement. Les adolescents ont besoin d'être dans une forme d'entre-soi. Et donc, se méfient vraiment des adultes qui interfèrent sur leurs interfaces locales. Donc, moi, ce que je proposerais, alors, puisque la démarche dans la recherche a été faite, on a posé les questions aux adolescents, c'est de présenter des chiffres aux adolescents eux-mêmes, en leur disant, ben voilà,
il y a une enquête qui a montré que 15% des jeunes, les 2 mois qui viennent, ont posté des photos coquines d'eux-mêmes. Ici, dans le groupe, qu'est-ce qu'on pense de ça? Pas forcément, évidemment pas leur dire qui en a fait parmi vous. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'on ne trouve pas ça normal? Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les filles et les garçons? S'il y a des différences, oui, pourquoi? Qui connaît le mot dick pic? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que les filles en reçoivent? Est-ce que vous pensez que les garçons en reçoivent? Est-ce que les garçons reçoivent des photos de sexe féminin en gros plan, etc. Donc, pour neutraliser l'effet d'effraction dans leur univers personnel, plutôt parler des expériences des autres. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans les interviews qualitatives que j'ai pu faire. Il est évident que poser à une jeune fille de 15 ans une question « Et toi, est-ce que tu fais des nudes ?» ça ne va pas. J'ai la tête de son père, bon, je suis un homme, etc. Par contre, les adolescents ont été assez à l'aise de parler de ce que font les autres. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça comme cadre de discussion, ne pas parler de leurs expériences personnelles, mais parler d'une recherche qui a été faite à propos des adolescents, ce qui va leur permettre de leur dire aux adolescents avec lesquels vous travaillez, on n'est pas d'accord. Et le on n'est pas d'accord, derrière, il y aura une vision morale de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, etc., sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Parce que, je termine, la grosse difficulté avec les adolescents, c'est qu'ils ont l'impression que les écrans sont transparents. Pour eux, les écrans, c'est normalisé, ça fait partie de leur vie quotidienne. Et donc, quand ils parlent d'image de soi, ils ne raisonnent pas image de soi sur un écran. Ils raisonnent image de soi. Les adultes, et ça, on l'a vu beaucoup dans notre enquête, ils raisonnent avant tout les écrans. Les écrans, qu'est-ce que font les écrans? Combien de temps sur les smartphones? Combien de temps? On a l'impression que il ne se passe rien dans les écrans, que c'est les écrans qui font tout le travail, si vous voulez. Et les adolescents, c'est la démarche inverse. Ils ont oublié qu'il y a des écrans. Bon, je caricature, mais en tout cas, c'est une des conclusions de notre étude. Donc, puisque les adolescents mettent l'accent sur le plan moral, travaillons sur le plan moral. Ça, c'est plutôt le point de vue de l'Evras. Et rappelons aussi un certain nombre de règles de fonctionnement des écrans. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une construction identitaire hors ligne et une en ligne, où tout cela est maintenant complètement hybride? Alors oui, j'ai envie de dire que tout ça est complètement hybride. Notre identité numérique fait partie de notre identité. Et les questions que l'on se pose à propos de soi, certaines de ces questions, ou même la plupart, ou même toutes, vont être questionnées via les écrans. Nous le faisons aussi en tant qu'adultes. Simplement, en tant qu'adultes, on se pose moins de questions sur soi que quand on est adolescent. Nous, les adultes, dans nos réseaux sociaux, on va parler de nos réussites professionnelles, on va dire qu'on a participé à une conférence. Si on se sent l'âme d'un poète ou d'une poétesse, on va proposer aux autres quelques-uns de nos quatrains les plus significatifs. On va essayer de savoir si les autres pensent qu'on est de bons photographes. À l'adolescence, les questions portent plutôt sur qui on est, ce qu'on est, et aussi et surtout, quelle place je peux avoir dans la hiérarchie du groupe auquel j'appartiens. Ça, c'est une obsession adolescente qui est à la fois liée à l'image de soi, mais aussi à l'image de soi pour les autres. Et il n'y a rien de plus efficace, entre guillemets, que les réseaux sociaux pour répondre à ces questions-là. Donc la réponse, oui, c'est totalement hybride, c'est un va-et-vient continuel. Les infos que je vais trouver dans les réseaux sociaux à propos de moi, je vais les rapatrier dans ma vie personnelle, que je vais de nouveau réindexer, infléchir par rapport aux nouvelles questions que je me pose et ainsi de suite. Effectivement, c'est un cercle qu'on peut dire vertueux, en l'occurrence. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas à les partager dans les dernières minutes qu'il nous reste.
Moi, j'avais juste envie de faire un petit lien avec la présentation d'outils qu'on a organisée hier, qui est fort en lien avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On a invité hier Sophélia, qui est anciennement la Fédération des centres de planning familial des FPS, qui est venue nous présenter la campagne et l'outil Je poste, donc je suis, qui est téléchargeable en ligne. Et c'est un outil qui fait vraiment lien avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a aussi un petit jeu de cartes qui permet d'animer des jeunes autour de toutes ces questions, notamment plein de photos. Est-ce qu'on les poste? Est-ce qu'on ne les poste pas? Est-ce qu'elles sont hypersexualisées? Oui, hypersexualisées, pardon, oui, pourquoi? Donc, je pense que ça peut être un chouette support pour continuer de travailler ces questions. Et bien sûr, notamment en CELPES, on a d'autres supports aussi si vous souhaitez continuer à aborder ces questions avec vos publics. Je ne vois pas d'autres questions. Florian nous dit bonjour. Bonjour Florian. Je vois une réaction. Alors, quelle est l'adresse mail pour demander l'étude de M. Collard? Vous l'avez en principe à l'écran. Enfin, en tout cas, c'est y.collard@media-animation.be. Alors, on ne la voit pas à l'écran. Ah ben non. Alors voilà, donc vous prenez l'initiale de mon prénom, y.collard, CO2LARD, @media-animation.be. Donc vous ne la voyez pas à l'écran, mais vous pouvez la deviner à travers ça. Je peux la réécrire dans le chat. Et en même Je temps, pense qu'elle est disponible sur le site de Média Animation. Oui, elle est disponible sur le site de Média Animation, mais elle est parfois difficile à trouver. Ah, voilà. D'accord. On va changer un peu de tactique si vous le voulez bien. Si vous ne la trouvez pas sur le site de Média Animation, et je ne vous en voudrais pas si vous ne la trouvez pas, vous pouvez m'envoyer une demande via y.collard@mediaanimation.be. Alors, ce que je vais faire aussi, donc je vais renvoyer la pile PowerPoint, ma pile de présentation qui sera disponible à tous et à toutes, et je vais y inclure le lien direct qui permet d'y avoir accès. Super, merci. Merci. Voilà. Comme ça, je pense qu'il n'est plus possible de passer à côté de cette étude. Est-ce qu'on peut encore prendre une question de Florian? Oui, bien sûr. J'en profite pour le saluer. En tant que professionnel, est-ce qu'il n'y aurait pas un accompagnement réalisé auprès des parents également pour l'utilisation des réseaux sociaux numériques par le jeune? Oui, par les bien jeunes. sûr. Bien sûr, c'est évident. Il y a chez les parents un certain nombre de peurs qui sont de purs fantasmes. Hein. J'en ai dénombré une dizaine ou une quinzaine. Ce n'est pas la peine de vous faire la longue liste. Mais effectivement, avec les parents, la tactique, c'est d'essayer de décoder les peurs parentales par rapport à ça. Il y en a qui sont liées à des paniques morales, il y en a qui sont liées à une mauvaise compréhension du terme cyberdépendance, etc., etc. Effectivement, pour les parents, il y a un enjeu majeur, c'est de ne pas mépriser l'adolescence en tant que telle. Pour ça, comprendre comment aujourd'hui les besoins de l'adolescence sont couverts en partie par les réseaux sociaux, avec comme objectif de surtout ne pas couper le dialogue entre adultes et adolescents, parce que le jour où ils vont avoir, ces adolescents, un problème quelconque avec les réseaux sociaux, la dernière personne avec qui ils auront envie d'entrer en contact, si les parents sont méprisants et si les parents méprisent les usages aussi et les réseaux sociaux en général, la dernière personne à qui ils vont demander de l'aide, c'est les parents eux-mêmes. Donc, il y a un enjeu fondamental. Effectivement, on met parfois un peu trop vite la pression sur les adolescents, avec parfois des pressions tout à fait paradoxales. Hein. On leur demande d'utiliser les réseaux sociaux, mais avec cette phrase, ou les écrans, avec cette phrase un peu stupide, hein, qui consiste à dire il faut leur apprendre quels sont les bons usages, parce que leur apprendre les bons usages repose sur des principes terriblement adultes. Les adultes ont le droit effectivement d'estimer, eux, quels sont leurs bons usages, mais ne doivent pas déterminer à la place des adolescents quels devraient être leurs usages. Et donc là, il y a un effort massif à faire au niveau des adultes, aussi bien en association de parents que aussi
dans les écoles. Pourquoi? Parce que les enseignants sont souvent aussi des parents et il y a une contamination entre les deux casquettes assez souvent. Voilà, merci Florian pour votre question. Je ne vois pas d'autres questions. Non, ce sont des remerciements qui arrivent. Voilà, on est un tout petit peu en avance sur le timing annoncé. On va donc pouvoir, je pense, doucement clôturer en vous remerciant, en te remerciant Yves pour cette riche présentation, en remerciant tous les participants de cet après-midi. On voit ô combien on a encore du travail sur les questions de genre, sur les aspects relationnels avec les adolescents. Si quelqu'un veut ajouter le mot de la fin. Non, pas nécessairement. Mais voilà, c'est toujours difficile. Hein. Bon, moi, je vais le faire alors. Hein, donc, je vous remercie beaucoup d'être resté attentif pendant... alors, même si on a terminé plus tôt, ça reste compliqué d'être attentif en visio pendant plus d'une heure. En tout cas, moi, je me félicite qu'on ait été si nombreux et si nombreuses pour cette visio. Ça reste quand même l'avantage de la visio par rapport au présentiel, c'est qu'on peut être un peu plus nombreux, même si je regrette de ne pas avoir pu voir des haussements, des froncements de sourcils, des haussements d'épaules, des sourires, des augmentations de chaleur dans la pièce, etc. Voilà, mais c'était un grand plaisir pour moi, merci. Oui, et merci je pense qu'il y a des professeurs qui diffusaient aujourd'hui le webinaire en classe. Donc, il y a certains participants qui ne sont pas comptabilisés dans les spectateurs, mais qui sont bien là. Et il y a vraiment eu un vif intérêt au nombre de personnes qui nous ont demandé le lien pour avoir accès au webinaire par la suite, parce qu'ils ne savaient pas être présents aujourd'hui, soit parce qu'ils étaient en cours, soit parce qu'ils étaient au travail. Donc, voilà, ce sera fait. C'est ce qu'on appelle la fameuse audience invisible et muette. C'est un bon exemple de ça. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir rejoints cet après-midi. Merci au réalisme et merci Polar, évidemment, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci. Bonne après-midi, au revoir.